Je suis né de famille musulmane. Et à l'époque de ma naissance, ou bien les enfants ne vont pas à l'école, ou bien quand on va à l'école, on trie. Et trier, c'était faire partie des garçons à l'école, pas les filles. Et comme à l'époque, ma mère n'avait que des filles, mon père n'a pas voulu que j'aille à l'école. J'ai suivi des enfants qui allaient à l'école, je les ai vus partir, je me suis caché, je les ai suivis parce que j'étais fasciné par l'école. Je voulais savoir ce qui se passe là-bas. Et quand je suis arrivé, j'ai été accepté à l'école. Et dès que mon père a su, c'était le bras de fer pour me sortir de l'école, mais les éducateurs à l'époque ont insisté pour que je reste. Alors, grâce à ma volonté, grâce à l'indulgence de mon père, et avec la complicité de ma mère qui est analphabète, elle ne sait ni lire ni écrire, j'ai pu accéder à l'école. Et c'était une école catholique. Moi, je ne savais pas, j'ai suivi des enfants, je suis parti. Et j'arrive au CE1, on me demande d'acheter le catéchisme pour apprendre le catéchisme. Mon père a dit justement, c'est le moment que j'attendais. Je suis parti. Il m'a fait. Alors, pour être bref, les sœurs pensaient bien faire, m'ont dit, ah, si tu n'as pas de catéchisme, nous, notre règle ici, c'est d'en posséder parce qu'on fait les cours de catéchisme. Mon père a dit à Dieu merci, elle va s'asseoir à la maison. Et encore une fois, ma mère a fait le tour des imams, des leaders de la zone pour demander la clémence de mon père afin que je reprenne, et elle a payé elle-même le catéchisme et je suis reparti à l'école. Deuxième moment. Troisième moment, c'est mon admission à l'entrée en 6e. J'étais la meilleure de tout mon centre, malgré l'interruption au CE1. Et à l'époque, c'était un événement. Les encadreurs sont venus voir mes parents pour dire que, comme elle a bien travaillé, elle a la possibilité de choisir son centre, son établissement pour la 6e. Je ne savais pas comment m'orienter, je ne savais rien d'autre que partir à l'école. Mes parents, je viens de vous dire également. Et puis quelqu'un vient conseiller pour dire, mais comme elle est encadrée dans un lycée d'excellence, je vous propose qu'elle aille au lycée Félix Houphouët-Boigny de Korogo, parce que là-bas, c'est la raison qu'il a donnée, là-bas, chaque fois que le président Houphouët passe, il donne des cadeaux aux enfants. Et pour des cadeaux aux enfants, me voici au lycée Houphouët-Boigny de Korogo. C'est pour vous dire que parfois les conseils sont déterminants dans la carrière des élèves. Et c'est pour cela que je salue la direction de l'orientation des bourses qui organise des journées carrières, des journées d'orientation pour permettre d'avoir une palette de choix. Sinon, on ne sait pas, et puis on se retrouve comme moi au lycée Houphouët-Boigny de Korogo dans l'optique d'avoir des cadeaux. Et malheureusement, en arrivant au lycée Houphouët-Boigny de Korogo, l'internat n'était pas encore ouvert. Je me suis retrouvé, je ne vais pas dire tout ce que j'ai vécu, mais ça a été la guerre pour moi en attendant l'ouverture de l'internat. Beaucoup de tentations. Et si je n'avais pas de personnalité, si je n'étais pas forte, je serais tentée par les vices et je ne serais pas ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est pour cela que par rapport à l'éducation, je salue l'ouverture des internats. Je salue le collège de proximité, rapprocher les parents, les enfants de leurs parents, parce que les miens étaient à Daoukoro, pendant que j'étais loin ici à Korogo, chez un tuteur. Alors, autre événement qui est important, dont je voudrais parler, c'est que quand j'arrive en 3e et que j'ai mon BEPC brillamment, les parents de mon père, qui viennent donc du village tout heureux, nous disent, ah, à l'époque, en disant les brevetés, ils ont entendu que j'ai eu le brevet, pour eux, je suis devenu préfet. De brevet à préfet, ils viennent en forte délégation pour dire vraiment, une fille ne doit pas aller à l'école,
Aujourd'hui, elle est arrivée jusqu'au privé. Il faut la donner en mariage. Et j'avais un mari tout trouvé, était le meilleur. Un cadre du village qui travaillait à l'époque à l'ECI, comme on disait. Encore une fois, avec la complicité de ma mère, avec l'opposition de ma mère, j'ai pu continuer mes études malgré ces pesanteurs sociales. Le comble, j'ai mon bac. Et à l'époque, je reçois ce qu'on appelle une indication d'orientation. Ça veut dire, à l'époque, c'était la toute première fois, c'est les gens, je pensais avoir bien travaillé, hein, on disait que c'est les gens qui bénéficient d'une orientation, bon, ils peuvent saisir une chance ou non, mais l'État n'avait pas de responsabilité vis-à-vis de ces personnes. J'ai pris cela comme un défi. Comme un défi, j'avais reçu une indication d'orientation en sociologie, une discipline que je ne connaissais pas. Quand on demandait aux autres, qu'est-ce que tu veux devenir, je vais être médecin, je vais être enseignant, je vais être magistrat, et moi, sociologie c'est quoi? Le fait même qu'on me demande sociologie c'est quoi, je me mets à pleurer parce que je ne sais pas ce que c'est. Mais avec le temps, prenant l'indication comme un défi, j'ai beaucoup pleuré. Et pour une fois, c'est mon père qui prend la relève de ma mère qui dit, il faut assumer. Dieu seul sait pourquoi on t'a envoyé en sociologie. Alors cherche à comprendre ce qu'est la sociologie. Investis-toi et tu verras le résultat. Et chaque fois le mot assumer a résonné dans ma tête. Je me suis finalement prise de passion pour la sociologie. J'ai pris l'indication d'orientation comme un défi. J'ai mis tout mon cœur pour faire sérieusement mes études. Parce que ça c'est une étape importante. Et mes résultats m'ont permis non seulement de réussir brillamment mes études à l'université d'Abidjan, parce qu'à l'époque c'était l'université d'Abidjan. Non, l'université nationale de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, réussir brillamment mes études à l'université nationale de Côte d'Ivoire. Au fil de mes résultats, moi qui n'avais qu'une indication d'orientation, j'ai eu une bourse pour aller en France. Une autre pour aller aux États-Unis. Et j'ai fait le choix d'aller en France à l'époque. Une bourse du ministère de la Recherche scientifique et du ministère de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire. Une fois en France, je continue de me battre. Vous voyez que travailler c'est important. Je continue de me battre. Je fais partie à l'époque, dans mon école, des premiers nègres qui arrivaient et qui avaient de très bons résultats, au point que, comme j'avais une bourse du ministère de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire, je bénéficie là-bas de ce qu'on appelle une allocation de recherche du ministère français pour être allocataire de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, afin que je puisse aider à la promotion de la recherche en France. L'indication d'orientation, voilà là où ça m'a amené. Et j'en sors avec un doctorat, un doctorat unique à l'époque en socio-anthropologie, avec la mention très honorable et les félicitations du jury. Alors, ma carrière va se dessiner là parce que j'avais le choix entre rester en France, aller à l'université de Yale aux États-Unis et rentrer en Côte d'Ivoire, où je devais rentrer, j'étais la première promotion pour l'université de Bouaké. J'ai choisi de rentrer. Mes amis qui étaient ici m'ont dit, mais ici on mange la poussière, pourquoi tu veux rentrer? J'ai dit, je vais rentrer, on va partager la poussière qu'il y a dans mon pays, parce que je veux rentrer dans mon pays. Et je suis rentré. L'université de Bouaké et l'université de Cocody se battaient pour m'avoir parce que Cocody a dit mais c'est nous qui l'avons envoyé en formation, pourquoi elle doit aller à Bouaké? Bref, Cocody a gagné, je suis resté donc à Abidjan. La suite, je vais passer. La suite, on la connaît. En 2009, je me présente comme candidate pour diriger l'Institut d'ethnosociologie. Je suis la seule femme, j'ai été élue. J'ai battu donc tous les hommes qui étaient candidats. Aujourd'hui, je suis professeur titulaire, la seule comme il a rappelé. Mais à côté de ça, j'ai continué mes recherches parce que c'était la recherche ma passion. J'ai été consultante, experte. J'ai travaillé pour les Nations Unies, pour plusieurs structures des Nations Unies. Mon pays m'a appelé. J'étais obligée d'être là. Et je suis rotarienne. Je dis tout cela parce que ça aide. Je suis député maire et puis depuis le 12 janvier 2016, j'intègre le gouvernement en tant que ministre.
Je voudrais rappeler ici qu'avant 2016, les gouvernements se sont succédés et je voudrais avouer que plusieurs fois, 3 fois exactement, j'ai été appelé pour entrer au gouvernement et chaque fois, j'ai refusé de mon propre chef. Mon objectif, et c'est important quand on devient un leader, il faut avoir sa volonté. Mon objectif, je me disais, mais ma carrière universitaire doit arriver à son summum. Le summum chez nous, c'était quoi? Être professeur titulaire. Je me suis battu pour être professeur titulaire, pour être évalué par mes pairs, pour être accepté par mes pairs, pour avoir ma place dans le soleil universitaire. Et c'est seulement après cela, en 2016, quand on m'a appelé au gouvernement, j'ai répondu à l'appel de mon pays et je suis aujourd'hui avec vous. J'essaie de faire ce que je fais. Je voudrais dire que pour moi, l'excellence a été une sécurité sociale. Parce que s'il fallait avoir un parent ou un parrain avant de réussir, je n'aurais jamais réussi dans ma vie. S'il fallait suivre les vices, je n'aurais jamais réussi dans ma vie. Pour moi, c'est Dieu, mon travail. Et Alassane Ouattara qui m'ont appelé en 2016 pour être ministre, qui ont fait que je suis là où je suis. Alors, il y a d'autres cadres en dehors du milieu professionnel qui conditionnent ou favorisent l'expression de l'excellence et du leadership, parce que vous voyez, à travers ce que j'ai expliqué, c'est 2 choses bien différentes. L'excellence est au service du leader. Il y a la culture du travail, et surtout du travail bien fait. Il y a la rigueur pour améliorer les performances, parce que quand on parle d'excellence, c'est améliorer les performances. Je sais que je suis rigoureuse, ça rejoint la discipline un peu, au point qu'il y en a qui disent qu'elle est méchante. La méchanceté, la discipline et la rigueur sont 2 choses différentes. Rigoureuse pour avoir de bons résultats dans le travail. Et des choses qui m'ont aidé en tant que ce que je suis, c'est le sport. J'ai pratiqué l'athlétisme, j'ai pratiqué le handball. Donc vous savez qu'en sport, il y a des règles à respecter. Pour le handball, par exemple, pour moi, c'était le travail d'équipe. C'est important. Et puis, il y a le fair play. On échoue aujourd'hui, mais demain, on peut réussir. Il y a également le fait de ne pas tricher. Aujourd'hui, vous voyez que l'un de mes chevaux de bataille, c'est la lutte contre la tricherie. Un leader ne triche pas. Parce que quand tu triches, ça te rattrape toujours. Ça te rattrape toujours. C'est un fléau donc qu'il faut combattre. Il y a la dignité, il y a la fierté, il y a beaucoup de choses. Je vous ai dit tantôt également que j'étais dans un club service qui est le Rotary International. Là-bas, c'est une école de vie qui est différente de l'école académique, qui est fondée, une école qui est fondée sur des valeurs managériales et des valeurs humanistes universelles d'assistance aux autres, aider les autres, servir les autres. Le leader aussi doit savoir servir les autres en situation de vulnérabilité. J'ai parlé tantôt de l'importance de l'internat, je ne vais pas revenir dessus. Dans mon vécu, je voudrais quand même rappeler quelque chose qui est important pour moi. Et je salue encore les panels précédents. C'est la culture. C'est vrai, je suis professeur titulaire, je peux me targuer d'être moderne et tout ça, mais je dois avoir mes pieds dans la tradition. C'est de là que je tire un pan de ma vie, parce que pendant les vacances, nous allions au village et on nous apprend à respecter les aînés. Certains vont constater, quand je salue même plus petit que moi, je fais la génuflexion. Ça ne veut pas dire que, en faisant la génuflexion, je ne suis plus moi. Au contraire, c'est en faisant cela que je suis moi, parce que c'est ce que j'ai appris, c'est ça ma culture. Respecter les autres, saluer les autres d'une certaine manière.
développement dirait, mais maintenant qu'elle est ministre, maintenant qu'elle est maire, maintenant qu'elle est tout ce que l'on sait, je devrais ne pas le faire. Mais c'est ma culture qui est ma force. Je voudrais dire aussi que croire en ses capacités et avoir une estime de soi permet de créer les conditions de la réussite. Et j'ai commencé par dire partager, partager, partager. Il faut être un leader de référence pour les autres, leur montrer comment on fait et non les écraser. Le leader, il n'humilie pas. On a des gens qui confondent être leader et diriger, parce que diriger tout court, c'est imposer aux autres, insulter les autres, humilier les autres, minimiser les autres. Non, il faut savoir respecter les autres. Respecter les autres, leur apprendre à faire, plutôt que de faire à leur place. Comme cela, nous appelons cela chez nous en sociologie, c'est la reproduction sociale. La personne peut reproduire les gestes. La personne a envie de faire comme vous faites. Mais quand vous lui donnez tout, il apprend comment. Je voudrais dire que ma vision, c'est toujours faire bien, toujours faire mieux, toujours laisser des traces positives, le positif dont j'ai parlé. Même quand on fait un jour quelque part, on doit savoir que le seul jour que vous avez passé là, vous avez fait ça de bien. Et c'est ce qui me motive. D'abord à l'école, enfin d'abord avec les jeunes filles, où j'essaie d'être mentor. Pour moi, le mentorat et le tutorat ne sont pas des vains mots. J'essaie d'encourager les jeunes filles, les accompagner, partager, les aider à transformer. Et j'utilise cela également au niveau de la mairie de Koundiali où je suis. Partager, aller chercher. Je vous ai dit tantôt au Rotary, on va chercher, on monte des projets, on va chercher les partenaires parce que beaucoup de personnes se demandent comment elle fait. Il y en a même qui demandent si elle ne vole pas l'argent du gouvernement pour aller faire, non. C'est à travers les partenariats. À travers des partenariats, on demande aux autres, j'ai besoin de telle chose. Je veux partager telle chose avec ma communauté. Et il y en a qui répondent, bon, la dernière chose en date, c'est l'ouverture de l'usine de transformation de noix de cajou. Je l'ai rappelé lors de la cérémonie. Je ne connaissais les Émiratis, ni d'Adam ni d'Ève, mais j'ai profité d'une mission, ça c'est important, c'est vrai. J'ai profité d'une mission en tant que ministre en charge de l'éducation nationale. Je les ai entendus parler d'usine de transformation de noix de cajou au Mali et je leur ai demandé, mais est-ce qu'ils ne peuvent pas faire la même chose à Koundiali? Mais je l'ai dit comme ça. Il faut être positif, le leader est positif. Et Dieu merci, ils m'ont demandé si j'avais un terrain, j'ai dit oui. Et dès que je suis rentré, une semaine après, ils ont demandé où est le terrain. J'ai été très surpris, ils n'avaient jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire. Et j'ai envoyé des gens à Koundiali, on a trouvé le terrain. Mais le mois qui a suivi, on venait faire la pose de la première pierre pour des gens qui n'avaient jamais mis les pieds en Côte d'Ivoire. Parce que je suis demandé, parce que j'avais des projets, il faut toujours avoir des projets pour sa communauté. Je voudrais m'arrêter là, et puis peut-être avec les questions